Merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, Annie vous a parlé de mesures subjectives liées à l'écoute dans le bruit et Elsa et moi allons vous parler de mesures objectives. Désolé pour la typographie qui n'est pas correcte sur cette présentation. J'espère que ça n'a pas donné lieu à trop de problèmes. Nos liens d'intérêt, pour moi, Auticon, pour Elsa, Audition Maritime. Donc, nous allons vous parler en particulier de la pupillométrie, de la réponse électrodermale, de la fréquence cardiaque, du temps de réponse verbale et de l'électroencéphalographie, donc assez rapidement pour chacune, et c'est évidemment pas une liste exhaustive. Alors, l'effort d'écoute, on sait que c'est quelque chose de très important pour les personnes qui ont une perte auditive et même les personnes qui ont un appareillage. Cet effort d'écoute, il provient d'un défi acoustique. Et le défi acoustique, cette figure vous montre un modèle de Jonathan Peele qui illustre les différentes sources de ce défi acoustique qui peut provenir soit de la personne qui écoute, de l'auditeur, qui peuvent provenir de la parole elle-même, hein, qui peut avoir des distorsions ou n'être pas familière, et évidemment de l'environnement. On a beaucoup parlé du bruit, donc ça peut être un exemple de cela. Donc ces défis acoustiques, ils vont augmenter la demande cognitive durant la tâche d'écoute, et ça va aussi augmenter l'effort d'écoute. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on mesure l'effort d'écoute en fonction de la demande cognitive ou en fonction du défi acoustique, par exemple le rapport signal-bruit, on va souvent avoir une courbe comme celle-ci en U inversé. Donc l'effort d'écoute va augmenter au fur et à mesure que le défi augmente. Mais si le défi est trop difficile, eh bien la personne va abandonner et donc l'effort d'écoute va commencer à rediminuer. Donc ça, ce sont des courbes qu'on obtient assez souvent. De manière importante, la motivation de la personne va aussi moduler de l'effort d'écoute. Donc, ça veut dire aussi que plus la personne est motivée, plus un effort important va être mesurable. Et ça veut dire que l'effort d'écoute n'est pas forcément toujours quelque chose de forcément négatif selon les conditions et selon ce qu'on mesure. Donc, ça peut aussi être une mesure qui peut être liée à l'engagement dans une tâche d'écoute, par exemple. Alors, les différentes façons de le mesurer, on va donc en parler. Il y a des mesures plus comportementales, plus des mesures d'imagerie et des mesures physiologiques. Alors, je vais commencer par la pupillométrie. Et qu'est-ce qui fait que la pupille se dilate ? Ça, c'est une mesure qui a été maintenant assez établie dans la littérature. Le changement de la taille de la pupille est contrôlé donc, par l'activité musculaire de l'iris. Et cela va fluctuer selon les changements dans l'environnement. Ça peut être évidemment le plus connu, le réflexe lumineux, ou si on boit du café par exemple, ou certaines autres substances. Mais en ce qui concerne l'écoute, ça peut refléter des changements dans l'attention ou dans le stress, et donc aussi l'effort d'écoute. Donc on sait que quand on a une charge de tâches cognitives plus élevée durant une tâche d'écoute, la pupille va se dilater plus. Et cela provient du système nerveux autonome et en particulier du système nerveux parasympathique et sympathique. Donc le système nerveux parasympathique est lié plus à la constriction pupillaire. C'est le système qui est impliqué dans le repos, dans la digestion, la récupération du stress. Et le système nerveux sympathique va être lié à la dilatation de la pupille, donc dans des réponses de type fight or flight ou dans des situations de stress. Donc ça, c'est quelque chose qui est établi depuis assez longtemps, depuis les années 70. Mais plus récemment, qui est utilisé depuis la fin des années 90, surtout en ce qui concerne les tâches d'écoute. Donc, ce qui se passe, par exemple, pour revenir à la parole dans le bruit, la personne va écouter de la parole dans le bruit, va essayer de comprendre ce qui est dit, devoir ignorer le bruit, reconnaître la parole, accéder à la mémoire, ça va augmenter la tâche cognitive. Et cela veut dire que le système nerveux sympathique va créer une dilatation de la pupille. Alors, pour donner un exemple, ça c'est une vidéo assez simple, j'espère que ça va fonctionner, et je vois que ça ne fonctionne pas. Donc, vous allez devoir me croire. Ah si, c'est bon. Donc, au départ, on a la taille de la pupille on présente que le bruit. Donc là, on mesure une taille de base. Et quand la parole commence, on va voir que la pupille va se dilater et atteindre une taille évidemment maximale. Et souvent, c'est ma taille maximale qu'on mesure dans l'expérience. La personne va devoir mémoriser ce qui est dit, répéter souvent dans une tâche de compréhension de la parole dans le bruit, et ensuite, la pupille va revenir à sa taille de base.
Donc super, ça a fonctionné. Alors il y a de nombreuses études qui ont démontré que ça c'est modulé par la complexité de la tâche d'écoute. Donc par exemple, plus le rapport signal-bruit est mauvais, plus la pupille va se dilater. Ici vous avez l'exemple d'une étude qui a comparé deux réducteurs de bruit, donc deux appareils différents, et on voit également une différence significative. Donc la pupillométrie peut mettre en lumière des valeurs, des différences qui sont liées à la complexité de l'environnement, mais aussi au type de réduction du bruit. Alors, la plupart des études ont fait cela au niveau d'une phrase ou d'une durée limitée, mais on peut aussi regarder ce qui se passe sur des durées plus longues. Donc récemment, mes collègues ont travaillé sur une étude où ils ont présenté une podcast dans du bruit, avec soit 2 locuteurs interférents ou 4 locuteurs interférents en même temps, sur une période plus longue de 33 secondes. Et ce qu'on peut voir ici, si on mesure la dilatation de la pupille durant ces 33 secondes, on voit tout d'abord que sur la droite, la condition avec 4 locuteurs a de manière générale une dilatation beaucoup plus élevée qu'avec 2 locuteurs. Donc c'est aussi là aussi une différence de complexité de l'environnement acoustique. Mais on voit aussi qu'il y avait une différence entre 2 appareils auditifs qui utilisent des traitements du signal différents. Donc c'est aussi une mesure qui, sur la longue durée, peut fonctionner et pas seulement sur une seule phrase. Alors ça, c'était pour la pupillométrie qui est liée donc à l'effort d'écoute et qui est une réponse liée aussi au stress. Ce qu'on peut aussi mesurer en ce qui concerne une réponse qui est liée au stress, c'est des changements dans la conductance cutanée, donc l'activité électrodermale. On va placer des électrodes sur la peau, souvent sur la main, et on va mesurer des changements dans la conductance cutanée qui est liée à une réponse liée à la sécrétion de sueur. Ça, c'est l'exemple d'une étude qui vient de Oldenburg, qui a observé de manière assez intéressante que ils ont mesuré l'effort d'écoute subjectif, donc dans la vie quotidienne, et ils ont vu que c'était corrélé avec la conductance cutanée qui est mesurée chez ces personnes-là avec perte auditive. Cela étant dit, cette méthode, elle est encore pas vraiment établie parce qu'on voit qu'elle n'est pas vraiment modulée par la difficulté de la tâche. Et donc ça, c'est quelque chose qui est quand même embêtant si on veut l'utiliser, être sûr que ça reflète vraiment l'effort d'écoute. Donc dans cette étude-là, il y avait une tendance, que ça allait dans la bonne direction pour la relation entre la conductance cutanée et la difficulté de la tâche, mais c'était pas significatif. Donc le stress d'écoute, on sait aussi que le stress va affecter le rythme cardiaque, on en a parlé un petit peu hier, et on peut aussi mesurer la fréquence cardiaque avec un bracelet par exemple, c'est assez facile de nos jours, et on peut évidemment comparer une situation par exemple avec moins de bruit, donc plus facile, à une condition plus bruyante. Et ça va donner lieu à des différences de fréquence cardiaque. Alors pour les modèles de stress de nos jours, c'est un peu d'ailleurs comme l'effort d'écoute, c'est pas vu le stress de moins en moins vu comme quelque chose d'exclusivement négatif. C'est une réponse combinée à des choses qui peuvent avoir une connotation plus négative, comme le bruit, la fatigue, ou plus positive, comme la joie, la captivation dans une tâche, etc. Donc ici, dans le stress d'écoute, en ce qui concerne l'effet du stress d'écoute, il n'y a pas beaucoup d'études. Il y a une étude qui est publiée où il y a une centaine d'utilisateurs d'appareils auditifs qui ont porté justement un bracelet pour mesurer leur fréquence cardiaque dans leur vie de tous les jours. Et on a aussi mesuré les niveaux sonores et les rapports signal-bruit auxquels ces personnes étaient exposées. Ce qu'on a observé d'abord sur la gauche, c'est un lien significatif entre la fréquence cardiaque et le niveau sonore. Ça, c'est très établi, on le sait, avec les études aussi du trafic automobile, trafic aérien, c'est très établi. Ce qui était nouveau, c'est qu'il y a aussi une relation avec le rapport signal-bruit, mais seulement dans les conditions très bruyantes, donc au-dessus de 60 décibels. S'il y a moins de 60 décibels, il n'y a plus de relation entre la fréquence cardiaque et le rapport signal-bruit. Une étude plus récente qui est en cours de publication a montré aussi qu'on peut faire ça donc en laboratoire. Donc pour revenir, c'est encore l'étude de mes collègues qui ont travaillé sur cette situation où la personne écoute une podcast pendant 33 secondes avec 2 locuteurs ou 4 locuteurs interférents dans du bruit, et on voit là aussi que la fréquence cardiaque est plus élevée avec 4 locuteurs significativement qu'avec 2. Et on voit aussi, dans cette situation-là, on peut aussi mettre en lumière une différence entre différents traitements du signal dans les appareils auditifs. Donc ça, c'est assez nouveau.
Ce qu'il faut savoir avec la fréquence cardiaque, c'est que la fréquence de base varie beaucoup entre les sujets individuellement. Et donc ça veut dire que quand on fait ce genre d'études, il faut toujours avoir une condition de référence. Et c'est pour ça que ici sur la gauche, on a pris la condition à 2 locuteurs en tant que condition de référence. C'est pour ça que les courbes sont autour de 0, parce qu'on peut du coup illustrer des différences entre des conditions. On ne peut pas vraiment utiliser les valeurs absolues. Donc ça, c'est une limitation de cette méthode. Et enfin, très rapidement, ça c'est sans doute beaucoup moins applicable en clinique parce que c'est une mesure donc par IRM d'imagerie cérébrale, mais la connectivité fonctionnelle à l'état de repos a aussi un lien avec l'effort d'écoute selon cette étude-là, qui a vu qu'en fait, donc la connectivité fonctionnelle, c'est on regarde l'activation de différentes zones du cerveau et comment la corrélation, si vous voulez, en quelque sorte, entre l'activation entre des zones spécifiques du cerveau. Et là, ce qu'ils ont vu, c'est que c'était pas vraiment la perte auditive en soi qui était corrélée à cette connectivité fonctionnelle, mais c'était l'effort d'écoute ressenti dans la vie quotidienne. Donc ça, c'était aussi un résultat qui est assez intéressant. Et je vais maintenant laisser Elsa vous parler du temps de réponse verbale. Donc moi, je vais vous parler du temps de réponse verbale qui, pour le coup, est une mesure assez facile à utiliser dans notre pratique clinique courante, puisqu'en fait, ça consiste à enregistrer l'audiométrie vocale dans le bruit ou dans le silence et à mesurer le temps entre la fin de la stimulation auditive et le début de la réponse patient. Donc on peut faire ça dans le calme, pour différents rapports signal sur bruit et surtout pour différents niveaux de seuil d'intelligibilité. Donc pour vous montrer un résultat d'étude qui avait été fait chez des sujets normandants, ils les ont évalués dans une situation où il n'y avait pas de bruit et une situation avec 2 types de cocktail party. Donc ils ont regardé le niveau pour lequel ils comprenaient quasiment tous les mots. Donc c'est la condition NC. Et une deuxième condition, ils étaient capables de répéter 79% des mots dans les phrases en présence de bruit. Et donc, ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y avait un effet significatif du seuil d'intelligibilité, puisqu'en fait, pour un seuil d'intelligibilité à 79%, les patients avaient un temps de réponse beaucoup plus long que pour un niveau où ils comprenaient la quasi-totalité des mots dans la phrase dans le bruit, et encore plus court quand il n'y avait aucun bruit. Donc après, il y a des personnes qui se sont un petit peu plus attardées sur les sujets malentendants. Donc ils ont testé des patients âgés avec des aides auditives. Donc ça, c'est les résultats qui sont encadrés en rose. Des patients âgés normand-entendants, les résultats en bleu. Et puis des patients jeunes normand-entendants, donc les résultats en vert. Donc ils ont gardé leur niveau de compréhension pour un seuil à 95% et à 80% pour 2 types de bruit, un bruit stationnaire et un bruit fluctuant. Et ils ont trouvé qu'il y avait un effet de l'âge parce qu'en fait, les personnes qui étaient plus âgées avaient un temps de réponse qui était plus long que des personnes plus jeunes. Également, encore un effet du seuil d'intelligibilité, puisqu'il y avait des temps de réponse plus tardifs pour un seuil d'intelligibilité à 80% par rapport à 1 à 90%. Et aussi un effet du bruit, puisque un bruit stationnaire engendrait un temps de réponse beaucoup plus long qu'un bruit fluctuant. Donc toutefois, le temps de réponse a quand même des limites puisqu'il demande la participation des sujets qui doivent répéter les phrases. Donc ça dépend de leur coopération. Et du coup, pour s'affranchir de ces limites, on peut avoir recours à l'électroencéphalogramme. Donc pour décomposer le mot, électro, ça fait référence au fait qu'on étudie des signaux électriques qui sont produits par l'organisme. Encéphalo, puisqu'on mesure sur le cerveau, et gramme, parce que ça va se représenter par un dessin, c'est-à-dire qu'en fait, on va positionner plusieurs électrodes sur la tête du sujet, et on va enregistrer les différences de potentiel électrique sur chacune des électrodes. Et ça va représenter un graphique avec des ondes, comme vous pouvez le voir là dans l'encadré jaune. Donc il y a 2 ondes positives P1, P2 et 2 ondes négatives N1 et N2. Et ces ondes arrivent 50 millisecondes après le début de la stimulation auditive et ça va refléter l'activité au niveau du cortex auditif. Donc là, c'est un résultat d'étude qui a été réalisé en présence de bruit. Et ce que vous pouvez voir, eh bien, c'est que plus le rapport signal sur bruit est important et plus la latence des ondes est décalée et tardive et l'amplitude est plus faible. Donc, ce qui traduit en fait un délai de traitement au niveau du cortex auditif plus lent et une perception du signal beaucoup moins forte et donc un effort d'écoute forcément qui va être plus important quand le bruit va augmenter.
Donc après, il y a eu des études qui se sont vraiment focalisées sur l'effort d'écoute et qui ont montré que, en fait, en regardant la synchronisation de phase des ondelettes qui sont présentes dans le signal EEG, ça présentait un corrélat qui était plus sensible que l'analyse des ondes, comme j'ai pu vous le présenter un petit peu précédemment. Donc ça repose sur un calcul mathématique que j'ai présenté, mais qui se met pas très bien avec la typographie qui est pas bonne. Et donc, du coup, les résultats dans les études qui sont faites comme ça, ils utilisent toujours une échelle visuelle analogique parce que c'est vraiment important d'avoir toujours une échelle subjective pour pouvoir voir si les résultats mesurés objectivement sont reproductibles par rapport au ressenti du sujet. Donc, ils utilisent une configuration avec un rapport signal sur bruit dit facile à plus 5 dB versus un plus difficile à moins 6. Et ils vont faire 2 conditions d'écoute. Une difficile avec des syllabes avec les mêmes voyelles et des consonnes différentes. Donc, par exemple, pas, da, ba, qui va être du coup plus difficile à différencier que des syllabes avec des voyelles et des consonnes différentes comme pas, débit, par exemple. Et donc, les résultats, en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que sur la gauche, il y a les résultats de l'échelle visuelle analogique avec du coup un effort d'écoute qui est plus important dans la condition difficile. Et on retrouve un peu la même chose pour la synchronisation de phase des ondelettes, puisqu'on a une synchronisation qui est plus forte pour la tâche d'écoute difficile. Donc c'est la courbe en noir versus la courbe en gris clair qui est la tâche d'écoute facile. Et il s'avère que ça tombe sur la latence de l'onde N1, donc c'est aux alentours de 100 millisecondes, qui est également, elle, corrélée avec le niveau de détection du signal. Donc après, pour ce qui est des aides auditives, ils ont fait un petit peu le même type de protocole, mais chez des patients malentendants avec des aides auditives. Donc ils les ont placés avec un haut-parleur de phase qui envoyait les signaux et derrière des haut-parleurs avec du bruit. Donc ils ont fait 2 conditions. Une où ils devaient répéter les phrases dans du bruit et une deuxième où ils devaient écouter un livre audio en présence de bruit, puis répondre à un questionnaire pour valider le fait qu'ils comprenaient bien ce qui avait été dit dans le livre. Donc ils ont réalisé un électroencéphalogramme et ils ont combiné ça avec une échelle visuelle analogique. Et donc, ils ont testé 4 configurations. Donc, une première où on avait les microphones directionnels qui étaient actifs avec les réducteurs de bruit qui étaient en position forte. Une deuxième avec toujours la directivité active, mais les réducteurs de bruit en position médium. Une troisième avec la directivité active, mais pas de réducteur de bruit. Et une dernière avec les microphones en omnidirectionnel. Et donc, ce qu'il ressort en termes de résultats, donc ce que vous pouvez voir sur les graphiques, donc à gauche, c'est pour la première condition où il devait répéter les phrases, et à droite, là où il devait écouter le livre audio. Eh bien, donc en gris sur l'échelle de droite, c'est les résultats de l'échelle visuelle analogique et à gauche en noir, c'est les résultats des potentiels évoqués. Et donc, ils n'ont trouvé en fait une différence significative, mais que pour la directivité des microphones et les réducteurs de bruit finalement n'avaient pas d'effet sur l'effort d'écoute, que ce soit pour l'échelle visuelle analogique ou pour les potentiels évoqués avec la synchronisation de phase, comme je l'expliquais un petit peu précédemment. Et donc, en fait, après, ils ont essayé de voir si les sujets avaient une perception différente en fonction des différents réducteurs de bruit. Et en fait, il n'y avait pas de préférence. Enfin, la préférence variait vraiment d'un sujet à un autre. Et donc, du coup, finalement, il n'y avait pas de facteur prédictif à utiliser ce type d'analyse. Et donc, une dernière façon aussi de pouvoir évaluer l'effort d'écoute, c'est la mismatch negativity. Donc, en fait, le principe, donc c'est un protocole avec des potentiels évoqués auditifs corticaux, mais on va modifier un petit peu le paradigme d'écoute et on va utiliser un paradigme qui est dit oddball. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un stimuli qui va se répéter plusieurs fois. Donc, on appelle le stimuli standard et de temps en temps, de manière totalement aléatoire, on va avoir un son qui va être différent, qui s'appelle donc le son déviant. Et donc, en regardant toute la moyenne de tous les sons standards, on obtient la courbe rouge, donc pour le potentiel évoqué, et en bleu, ça va être la moyenne pour les sons déviants. Et quand on fait la différence entre la courbe bleue moins la courbe rouge, on obtient la courbe violette. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'émergence d'une onde. Et en fait, cette onde donc, est négative, mais la négativité est placée ici vers le haut. C'est pour ça que vous la voyez comme ça. Et donc, cette onde, c'est la mismatch negativity. Elle témoigne du fait que les patients étaient capables de discriminer les sons. Donc, en fait, pour résumer, la mismatch negativity, c'est un processus automatique de détection d'une différence entre un stimuli sensoriel perçu et la trace mnésique qui est laissée par les stimuli sensoriels précédents.
Donc, pour vous montrer un petit résultat d'une étude qui avait été faite sur cette thématique, donc les auteurs ont utilisé un stimuli standard, donc le bas versus un déviant, le DA, à 2 intensités à 65 et à 80 dB SPL, donc chez des sujets normaux-entendants et des malentendants, avec et sans aide auditive. Et donc, vous avez ici les résultats qui sont présentés. Donc, à gauche, ce sont les résultats pour les personnes qui avaient une bonne audition, au milieu pour les pertes moyennes et à droite pour les pertes sévères à profondes. Donc là, j'ai juste représenté les résultats qui ont été obtenus à 65 dBSPL. Et ce qu'on peut voir, donc, c'est que à gauche, les sujets qui avaient une bonne audition avaient une onde très nette qui montrait qu'ils étaient bien capables de discerner les sons, alors que des patients qui avaient une perte auditive moyenne, eh bien, en l'absence de leur aide auditive, donc c'est le résultat du haut, il y avait globalement pas d'onde ou alors de très basse intensité. Et en présence de l'aide auditive, on remarque l'émergence d'une onde qui arrive aux alentours de 200 millisecondes et qui témoigne du fait qu'avec leur aide auditive, ils sont capables de discriminer les deux sons et donc avoir un effort d'écoute moins important en présence de l'aide auditive. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que cette amplitude de l'onde, elle reste toujours plus basse que celle d'un sujet normand-entendant et qui montre que malgré le fait qu'on ait une aide auditive, eh bien, on ne va pas pouvoir comparer cette capacité à discriminer avec celle d'un sujet normand-entendant. Donc un effort d'écoute qui va rester toujours supérieur chez les patients malentendants, y compris avec l'usage d'aide auditive. Et puis, donc, par contre, pour les sujets avec une surdité sévère à profonde, malheureusement, on constate que l'on soit avec ou sans aide auditive, il n'y a pas de discrimination et pas d'onde qui émerge. Donc, du coup, pour conclure, en fait, sur ce sujet, on voulait dire vraiment que ces mesures, on ne va pas les utiliser dans nos cabines. C'est vraiment des mesures qui sont utilisées dans la recherche clinique pour, en fait, objectiver un petit peu tout ce qu'on obtient de manière subjective avec nos audiomètres, etc. et pour essayer de mieux comprendre un peu les résultats, notamment, par exemple, par rapport au réducteur de bruit ou au système de directivité. Donc, c'est vraiment dans ce but-là que ces systèmes sont utilisés. Voilà. Nous vous remercions de votre attention.